Buenos días a todos. Excelentísimo señor Murad Medelci, ministro de Asuntos Exteriores de la República Popular y Democrática de Argelia, secretario de Estado de Asuntos Exteriores, don Gonzalo de Benito, miembros del cuerpo diplomático acreditados en Madrid, señoras y señores. Es realmente un privilegio para Casa Árabe tener hoy aquí con nosotros al ministro de Asuntos Exteriores de Argelia, un país importante, un país muy importante y aparte un país que tiene estrechas relaciones con España. Los que hemos nacido en la zona del Mediterráneo siempre contamos la historia de que los notarios de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando describían unas fincas que limitaban con el mar, decían que limitaban por detrás con la finca de tal señor, por la izquierda con la de tal señor y por la derecha con la de tal señor, y enfrente limitaban con Argelia, mediando el mar Mediterráneo. En todo caso, insisto, es realmente un privilegio tener aquí al ministro de Asuntos Exteriores de Argelia. Es también una dimensión importante porque hay elementos, evidentemente, de relaciones económicas, de relaciones culturales y de relaciones políticas que tendrán también una visión en esta casa aproximadamente a finales del mes de octubre, cuando celebremos la Semana de Argelia. Quiero señalarle simplemente que el secretario de Estado, don Gonzalo de Benito, hará la introducción, la presentación del ministro. El ministro Medelci hablará en un espacio de aproximadamente 25 minutos y después atenderá a las preguntas. Como saben ustedes o como ven, hay traducción hay traducción francesa, árabe y castellana o española, y por tanto se pueden formular después al ministro en el turno de debate o el turno de preguntas y respuestas en cualquiera de los tres idiomas las preguntas. Muchas gracias y paso la palabra al secretario de Estado. Muchas gracias, director. Señor ministro de Asuntos Exteriores de Argelia, señoras y señores, señores embajadores, solo unas palabras antes de la intervención del señor ministro para decir que es un honor para mí, en representación del Ministerio de Asuntos Exteriores y del Gobierno, presentar en esta tribuna al ministro de Asuntos Exteriores de Argelia, señor Murad Medelci. El ministro de Asuntos Exteriores se encuentra ayer y hoy en visita oficial en Madrid, en un programa que le ha llevado a mantener un encuentro, una reunión de trabajo ayer con el ministro García Margallo. Tuvo una audiencia con Su Majestad el Rey por la tarde. Hoy visitará al presidente del Gobierno y ha tenido también un encuentro con el ministro de Industria, Energía y Turismo. Todo ello en el marco de la relación que nos une con Argelia, un país próximo a España, en nuestros corazones, en nuestro afecto y, por supuesto, también geográficamente. Todos sabemos que de Orán a Alicante hay apenas 300 kilómetros, casi la distancia que hay de Madrid a Burgos, de manera que somos efectivamente limítrofes en la geografía, pero, como digo, también en los afectos y en los intereses que compartimos en el área del Mediterráneo. Es una satisfacción presentar al señor ministro hoy en Casa Árabe, que es una institución modélica que hace visible la especial relación de España con el mundo árabe. Sería muy largo exponer aquí la biografía del ministro Medelci, pero permítanme decir que es doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Argel, licenciado en el Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos de París y tiene una larga trayectoria en la empresa privada y en el Gobierno. A partir de 1988 ha sido ministro de Comercio, ministro delegado de Presupuestos, nuevamente ministro de Comercio en 1999, ministro de Finanzas, consejero presidencial, nuevamente ministro de Finanzas a partir de 2005 y desde el año 2007 ministro de Asuntos Exteriores, primero en el Gobierno Melhadem, cargo en el que fue confirmado tras la reelección del presidente Bouteflika en el año 2009 y nuevamente hace algunos días tras la formación del nuevo Gobierno en Argel. Como ustedes saben, el norte de África es clave para España y España y la Unión Europea nos jugamos gran parte de nuestro futuro en el Magreb y en el Mediterráneo. La estabilidad del Magreb es un factor de primera importancia para nuestra estabilidad
y la prosperidad del Magreb y de un país tan importante como Argelia contribuirá significativamente también a nuestra prosperidad y al progreso de nuestra economía. Por ello, seguimos con enorme interés todo lo que ocurre en Argelia, el proceso de reformas que dirige el presidente Bouteflika, las elecciones del 10 de mayo pasado. España fue el primer país que felicitó a Argelia por el exitoso resultado de las elecciones y la manera impecable en que éstas se desarrollaron. Y, como digo, tenemos una serie de intereses compartidos con Argelia que nos llevan a trabajar de manera regular con los distintos responsables del Gobierno argelino y, particularmente en este momento, en la perspectiva de una reunión de alto nivel, a nivel de primeros ministros, con participación de varios ministros por cada una de las dos partes, que previsiblemente tendrá lugar en diciembre. De manera que esto es lo que quería señalar, señor ministro, señoras y señores. Como decía, es una gran satisfacción tener en esta tribuna al ministro de Asuntos Exteriores de Argelia. Y, señor ministro, veo en la audiencia que tenemos hoy distinguidos empresarios, señores embajadores de países árabes y de otros países amigos, estudiantes de árabe, compañeros del Ministerio de Asuntos Exteriores y de otros ministerios, de manera que, señor ministro, tiene usted la audiencia a su disposición. Muchas gracias. Bismillahirrahmanirrahim. Monsieur le secrétaire d'État, cher ami, Monsieur Lopez Busquet, directeur du centre qui nous accueille aujourd'hui. Tout d'abord, je voudrais, au nom de la délégation qui m'accompagne, vous remercier de l'honneur que vous me faites d'être parmi vous aujourd'hui et de pouvoir échanger tout à l'heure un certain nombre d'informations qui certainement contribueront à, pour ma part, mieux connaître vos préoccupations et mieux apprécier l'intérêt que vous apportez à mon pays. Et en retour, peut-être aurai-je l'occasion de vous donner également quelques informations sur la situation qui est celle de ce pays qui, avec l'Espagne, est rattaché par tant d'étapes historiques. Ce pays qui va, avec l'Algérie, fêter le 10e anniversaire du traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération 2002-2012. Et je suis persuadé que nous sortirons de ce débat encore plus fort dans notre conviction de travailler ensemble à la consolidation et de l'amitié et du bon voisinage et de la coopération. Excellences, Mesdames et Messieurs, en cette période de crise qui caractérise le monde et qui n'a épargné personne, nous pouvons observer que beaucoup d'efforts sont faits à différents niveaux pour essayer de gérer cette crise avant de pouvoir la transcender. Je ne crois pas qu'il soit pour moi aujourd'hui utile de m'approfondir sur les attendus de la crise et les modus operandi qui sont mis en avant, y compris au niveau de l'Union européenne auquel vous appartenez, avec laquelle nous sommes associés. Mais je voulais surtout, en cette période de crise, partager avec vous quelques bonnes nouvelles. Et ces bonnes nouvelles, je vais les décliner en trois dimensions, en trois volets. Le premier, c'est celui qui concerne mon pays. Et j'aurai à vous dire un certain nombre de choses à ce sujet qui, je l'espère, vous conforteront dans votre sentiment que mon pays avance. Le deuxième volet, c'est celui qui caractérise la relation bilatérale algéro-espagnole, qui, elle aussi, avance. Et le troisième volet me ramène à ma visite, celle que j'effectue ici avec un certain nombre de collègues. Cette visite qui est principalement axée sur la préparation
de la réunion de haut niveau qui doit, à Alger, se tenir avant la fin de cette année. Donc, 3 types de bonnes nouvelles. Et j'essaierai de faire en sorte que les chiffres ne soient pas redondants ni trop lourds à porter, mais quelquefois j'en donnerai quand même. Tout d'abord, la situation en Algérie est globalement une situation stable. Elle est stable politiquement, elle est stable économiquement, elle est stable socialement. Bien entendu, cette stabilité ne signifie pas que nous sommes installés pour l'éternité dans le confort, bien au contraire. C'est une stabilité active, c'est une stabilité dynamique, c'est une stabilité qui aujourd'hui sollicite tous les acteurs, qu'ils soient les acteurs publics liés aux institutions de mon pays, ou les acteurs qui sont ceux de la société civile algérienne. C'est une stabilité qui est portée par chacun et par tous. Bien entendu, le rôle de l'État est très important dans cette phase qui est, pour l'Algérie, également une phase de transition démocratique importante. Cette phase démocratique que l'Algérie a ouverte après les événements d'octobre 1988, ce qui la distingue un peu des autres pays arabes, et cette phase de réforme démocratique qui n'a pas arrêté de se consolider et qui, depuis maintenant une année, connaît une nouvelle phase de consolidation avec la rénovation de tout le cadre juridique de nature politique, c'est-à-dire tout ce qui a trait aux conditions dans lesquelles les populations peuvent participer à la gouvernance du pays, les élus, la société civile, les associations, les partis politiques, l'information, la participation de la femme aux assemblées élues. Tout ceci a fait l'objet de réformes profondes avant les élections de 10 mai 2010. Et les élections de 10 mai 2010 se sont organisées par référence à un cadre juridique donc rénové. Vous avez bien voulu, Monsieur le secrétaire d'État, faire référence aux conditions dans lesquelles se sont déroulées ces élections, et je vous en remercie. Je voudrais à mon tour vous remercier pour avoir su accompagner nos efforts à travers une mission d'observation que l'Union européenne a développée, extrêmement importante, dirigée par M. Salafranca, un brillant député européen espagnol, et dans laquelle on retrouvait beaucoup de personnalités espagnoles. Tout ceci me donne l'occasion de les remercier à travers vous une fois de plus aujourd'hui. Les résultats de ces réformes ne se sont pas fait attendre, et je voudrais pour ma part souligner quelques-uns parmi ces résultats. Tout d'abord, la nouvelle Assemblée nationale populaire qui a été élue le 10 mai ne compte pas moins de 146 femmes. Ce qui signifie que, par référence à l'ancienne Assemblée, nous sommes passés d'un taux de participation des femmes à l'Assemblée nationale de 8% à un taux de participation des femmes de 30%. Et ceci par référence à la nouvelle loi électorale, laquelle loi électorale va être également une référence pour l'organisation des prochaines élections, cette fois-ci locales, qui se tiendront le 29 novembre 2012, et les assemblées locales elles-mêmes connaîtront la même évolution du point de vue de la représentation des femmes au sein de ces assemblées. Tel a été le souhait du président de la République lorsqu'en 2008, il a impulsé la modification de la Constitution pour ancrer dans la Constitution depuis 2008 la nécessité
de faire que la représentation des femmes au sein de toutes les assemblées élues soit renforcée de manière substantielle. Évidemment, les élections du 10 mai et celles du 29 mai, c'était la première fois qu'on allait avoir l'occasion de mettre en œuvre ce principe constitutionnel de 2008. L'autre retombée qui peut également aujourd'hui être conductrice pour le futur, c'est que nous avons mis en place un système qui permet de renforcer substantiellement la transparence des opérations électorales. Et désormais, les élections en Algérie ne sont plus gérées par l'administration, elles sont gérées par des magistrats et elles sont surveillées par des commissions qui sont constituées exclusivement de ceux qui sont partie prenante aux élections, c'est-à-dire les partis politiques qui sont engagés dans les élections et ceux qui représentent les indépendants, eux-mêmes engagés dans les mêmes élections. La troisième retombée, également perceptible, c'est l'ouverture encore plus forte du domaine de l'information et de la communication, le confortement de la liberté d'expression, avec la suppression désormais de toute sanction pénale à l'endroit des journalistes et l'ouverture du champ audiovisuel au secteur privé national. Bien entendu, la liste des retombées est certainement plus longue, mais ce qu'il faut retenir, c'est que le processus de réforme qui a été lancé depuis le 15 avril 2011, suite à un discours de référence du président de la République, va se prolonger avec l'ouverture d'un autre chantier de réforme qui va un peu sublimer l'ensemble des chantiers ouverts à ce jour et qui est celui de la révision de la Constitution. La Constitution sera révisée. L'annonce en a été faite le 15 avril dans un séquentiel qui prévoyait qu'on commence par revoir les lois, ce qui a été fait, qu'on aille vers les élections pour avoir une nouvelle Assemblée et qu'à partir de là, on puisse ouvrir le débat sur la Constitution sans préjugé aucun, en utilisant la méthode qui a prévalu pour lancer la première phase de réforme, c'est-à-dire commencer par entendre les partis politiques et la société civile, enregistrer leurs doléances, enregistrer leurs propositions, et à partir de là, construire le projet. C'est comme ça que nous avons travaillé pour revoir complètement les lois politiques, et c'est comme cela que le président de la République souhaite engager la réflexion sur ce que sera la prochaine Constitution, qui devrait donc constituer le chantier majeur sur le second semestre de cette année et aboutir probablement au plus tard au début de l'année 2013 à une nouvelle Constitution qui aura des conséquences que je ne peux pas évaluer aujourd'hui parce qu'elles dépendront du choix souverain du peuple qui aura à se prononcer sur ce projet. En réalité, le peuple a besoin de participer davantage à la vie publique, mais il a besoin également de voir s'améliorer les conditions générales de vie. Et ces conditions générales de vie dépendent de facteurs qui sont connexes, qui sont importants, mais qui doivent permettre d'améliorer la santé, le système éducatif, les conditions d'accès au logement, les conditions dans lesquelles nous pouvons créer davantage d'emplois et réduire le chômage, pour ne citer que ces objectifs qui sont des objectifs que nous partageons avec le reste de l'humanité. Mais chaque étape apporte son lot de solutions, chaque étape apporte son lot de problèmes. Et je peux dire, je crois, sous le regard très attentif des observateurs espagnols qui nous rendent visite très souvent et nous en félicitons, que depuis 10 ans, tous les indicateurs économiques, financiers, sociaux de l'Algérie ont évolué dans un sens positif. Tous les indicateurs.
qu'il s'agisse du PIB, en 2011, nous sommes à 193 milliards de dollars. Ou des réserves de change, nous avons dépassé le chiffre de 180 milliards de dollars. Ou des réserves budgétaires, nous avons dépassé à travers un fonds de régulation des recettes le chiffre de l'équivalent de 80 milliards de dollars. Ou du taux de chômage qui est passé de 30% au début des années 2000 à 10% depuis déjà maintenant 2 ans. Bien entendu, encore une fois, toutes ces avancées sont autant de bonnes nouvelles, mais de bonnes nouvelles que nous considérons, et le peuple algérien sans doute encore plus, comme étant encore insuffisantes, mais de bonnes nouvelles qui nous renforcent dans la conviction de faire davantage, parce que je crois que le peuple algérien a démontré au cours de ces dernières années qu'il est capable d'avancer. Et donc le retour de la confiance, la réconciliation nationale, qui a été un des grands succès de cette période de 10 ans que nous avons vécu ensemble, bien tout ceci indique que désormais l'Algérie est maîtresse de son destin et que les Algériens sont décidés à améliorer les conditions de vie de l'ensemble, les conditions dans lesquelles la justice sera est rendue et sera rendue. Et je voudrais également ne pas rater cette occasion pour dire que historiquement, vous connaissez l'histoire de l'Algérie, son combat, l'Algérie a toujours gardé comme vecteur essentiel de sa politique la protection des droits sociaux. Et je crois que nous sommes un des pays où le niveau des transferts sociaux est le plus important rapporté au budget de l'État ou rapporté au PIB. Les transferts sociaux, ce sont les transferts qui sont organisés à travers le budget de l'État sans contrepartie, c'est-à-dire des prestations qui sont offertes par l'État sans que l'État ne demande une contrepartie à ses citoyens, qu'il s'agisse de l'éducation, de la santé gratuite, et j'en passe. Ces bonnes nouvelles sont accompagnées fort heureusement par de bonnes nouvelles en ce qui concerne la relation bilatérale algéro-espagnole. Je voudrais vous donner quelques chiffres, très peu. L'Algérie en 2011, parce que c'est la dernière année statistiquement bouclée, c'est 2011, a importé pour 3,2 milliards de dollars de marchandises depuis l'Espagne. Ce chiffre en soi n'a pas beaucoup de signification, si ce n'est qu'il doit être comparé avec le chiffre de 2010, qui était de 2,5, donc 3,2 en 2011, 2,5 en 2010. Et si nous remontons le temps, nous étions à 1,5 milliard en 2007, c'est-à-dire il y a à peine 5 ans. Et en 5 ans, nous sommes passés donc de 1,5 milliard d'importation de marchandises espagnoles à 3,2, c'est-à-dire plus du double. C'est une bonne nouvelle en soi. Et j'y ai pris pour référence l'année 2012, parce que je crois que l'année 2012 se situe en plein dans la période de crise. Et cette période de crise donc, que nous avons tous eu à gérer, chacun avec les moyens qui sont les siens, et la situation qui est la sienne, n'a pas empêché les opérateurs économiques espagnols d'être plus performants. Et je voudrais les en féliciter à travers vous aujourd'hui. Il y a 8500 opérateurs économiques qui ont participé à ce mouvement commercial au titre de l'année 11. Ce n'est pas peu dire. Ce que nous avons observé sur les marchandises et cette évolution positive, nous l'observons également sur les services. Les services deviennent de plus en plus un élément moteur du commerce international. Et là aussi, nous pouvons noter qu'en 2011, l'Algérie a importé pour pas moins de 800 millions de services espagnols. Ce chiffre était de très loin inférieur il y a 5 ans. Là aussi, donc, il y a des progrès qui sont des progrès extrêmement encourageants.
Je voudrais enfin mentionner que le transfert des revenus de ceux qui nous ont fait l'amitié et la confiance pour venir investir chez nous, le transfert de leurs revenus, c'est-à-dire le transfert de leurs bénéfices, ne cesse d'augmenter d'une année sur l'autre. Et pour l'année 2011, les chiffres de la Banque algérienne, la Banque centrale d'Algérie, indiquent que 108 millions de dollars ont été transférés au titre des bénéfices au profit d'entreprises espagnoles qui, au cours de ces dernières années, ont commencé à investir. Certes, le niveau des investissements réalisés n'est pas encore optimal, mais nous sommes aujourd'hui dans une phase ascendante et je reviendrai sur cette question dans le troisième volet de mon intervention. Nous sommes interpellés, le gouvernement algérien, le gouvernement espagnol, ainsi que les espaces intermédiaires que vous représentez ici, pour faire que ces investissements soient plus importants et que donc l'Espagne, à travers sa coopération avec l'Algérie, puisse tenir un bon bout de sortie de crise dans un premier temps et un bout encore plus durable de coopération, elle-même plus durable, entre nos deux pays. Il y a un aspect qui est important et qui est une sorte de synthèse entre les avancées en Algérie et les avancées de la coopération bilatérale, c'est la participation des entreprises espagnoles à la réalisation des plans de développement successifs de l'Algérie. Et aujourd'hui, nous sommes en train de réaliser un plan quinquennal 2010-2014 et ce plan est pleinement engagé. Ce plan va nous permettre, par exemple, pour sortir des chiffres creux, de réaliser 5000 établissements d'éducation, tous segments confondus, primaire, secondaire, technique, professionnel, enseignement supérieur, 1500 infrastructures de santé, hôpitaux, CHU, etc., 2 millions de logements, le raccordement d'1 million supplémentaire de foyers au gaz directement. Nous sommes aujourd'hui un des pays qui enregistre le taux de raccordement au gaz au domicile le plus fort. Nous avons dépassé les 50%. 35 barrages, etc. Ce programme a mobilisé également pour plus de 40 milliards de dollars au titre des travaux publics. Vous êtes particulièrement performants, donc routes, chemins de fer, etc. Et vous êtes déjà présents. Et a également mobilisé 37 milliards de dollars pour le secteur des transports, où vous êtes également particulièrement offensif et performant. Alors tout ceci nous projette sur l'avenir. Et la projection sur l'avenir nous impose de faire des bilans et nous impose de voir comment, compte tenu de ces avancées, comment faire davantage. Et c'est la raison de notre visite ici. Nous avons hier, avec messieurs les ministres des Affaires étrangères, monsieur le ministre en charge du tourisme, de l'industrie, de l'énergie, examiné dans une première étape le bilan de ce qui a été fait au cours de ces 2 dernières années, les 2 dernières années que nous séparent de la précédente réunion de haut niveau qui s'est tenue à Madrid en présence de son Excellence le Président Abdelaziz Bouteflika. Et nous le faisons dans la perspective de la réunion de haut niveau qui va se tenir en décembre 2012, à Alger cette fois-ci. Et cette visite que nous effectuons ici à Madrid, nous en sommes à ce stade extrêmement satisfaits, parce que non seulement nous avons, ce qui ne nous surprend pas, rencontré la volonté des autorités espagnoles pour consolider ces acquis, mais nous avons également des idées qui sont des idées concrètes et qui doivent, à travers leur mise en œuvre, constituer autant d'encouragement aux opérateurs économiques que vous êtes ou que vous représentez, parce que nous allons d'abord aller vers la création d'une chambre de commerce qui va être mise en place avant la fin de l'année, une chambre de commerce mixte. Nous allons ensuite signer un certain nombre d'accords qui constituent des facteurs d'accompagnement de vos efforts sur le terrain, par exemple un accord sur le transport maritime, et nous allons signer un certain nombre d'accords sectoriels de coopération dans des secteurs que nous avons considérés comme étant des secteurs prioritaires dans nos relations, le tourisme, l'énergie, le bâtiment, l'habitat. Et ce sont donc des accords qui vont essayer
de rendre plus lisible et plus facile l'insertion des entreprises espagnoles sur le marché algérien pour la promotion de la coopération, notamment dans les secteurs que je viens de mentionner. Monsieur le secrétaire d'État, Monsieur le directeur, Excellences, Mesdames et Messieurs, lorsque l'on parle de la relation entre nos deux pays, nous sommes fiers de pouvoir mettre en avant, et tout le monde le sait, beaucoup de succès qui sont aujourd'hui des succès qui ont dépassé nos frontières. Je crois que nous pouvons dire que la relation dans le domaine de l'énergie est un succès remarquable, qui est aujourd'hui considéré comme une référence dans la relation entre deux pays sur des questions aussi stratégiques que celle de l'énergie, qu'il s'agisse du gaz ou du solaire, puisque nous avons réalisé la première unité pilote hybride gaz solaire à Hasirmel et qu'elle est aujourd'hui en fonctionnement, ou qu'il s'agisse des projets que nous sommes en train de monter avec Sonelgaz d'un côté et Desertec de l'autre pour développer les énergies renouvelables. Dans le domaine de l'énergie, la relation entre nos deux pays, elle est exemplaire. Elle est exemplaire, ce n'est pas un mot surfait, c'est une réalité reconnue par tout le monde. Nous avons des success stories dans d'autres domaines et non moins stratégiques. C'est avec nos amis espagnols que nous réalisons plus de 60% de nos unités de dessalement d'eau de mer. C'est l'énergie d'un côté, indispensable à la vie, et l'eau encore davantage. Voilà deux segments sur lesquels la relation algéro-espagnole est une relation exemplaire, et c'est sur succès qui en appelle d'autres que je voudrais vous appeler à ouvrir ce débat, dont je vous remercie. Bueno, comienza el turno de preguntas. ¿Sí? Es necesario para la interpretación, si no... Me gustaría incidir un poco sobre educación, que es mi gran preocupación. Y desde ese punto de vista me gustaría preguntarle, si fuera tan amable de responder, ¿qué porcentaje de gasto público invierten en educación y qué porcentaje de escuelas públicas frente a concertadas y privadas? Muchas gracias. Est très importante parce que je crois que tout effort de développement, au sens complet du terme, au sens profond du terme, passe par l'éducation. Et nous ne pouvons pas envisager un développement quelconque, un développement sérieux, qu'il s'agisse de l'Algérie ou d'un autre pays, si nous n'accordons pas au secteur de l'éducation la priorité numéro 1. Et c'est le cas en Algérie. Je vous disais tantôt ce que le plan 2010-2014 avait réservé au titre de ce secteur, donc 5000 établissements supplémentaires dans les différents volets. Le secteur de l'éducation, en termes de budget de l'État, c'est le secteur numéro 1. C'est celui qui a la priorité, c'est celui, je parle en tant qu'ancien ministre des Finances, c'est celui qui a toujours eu le maximum de crédits, le maximum de fonctionnaires. Et donc, de ce point de vue-là, je crois que l'Algérie est une Algérie aujourd'hui qui a pleinement conscience de ses responsabilités dans le domaine de l'éducation. Il n'est pas une wilaya aujourd'hui, c'est-à-dire l'équivalent d'une préfecture dans le langage que vous connaissez peut-être mieux, qui n'est pas son université. Nous avons 48 wilayas, nous avons 48 universités. Et nous sommes en train de développer aujourd'hui des centres de recherche, et certains de ces centres de recherche, nous les développons en partenariat avec des partenaires
européens, américains et autres, et avec des partenaires espagnols. Donc la recherche, pour nous, constitue l'aiguillon qui doit permettre en retour de mieux travailler sur les programmes d'éducation et en même temps de mieux lier le produit de la formation avec les besoins du marché. Et les besoins du marché sont les besoins du marché économique, mais c'est également les besoins du marché culturel, éducatif, sportif et autres. Sur tous ces segments-là, l'Algérie fait énormément d'efforts. Est-ce qu'elle peut, cette Algérie, faire des efforts seulement à travers son secteur public? Non. Depuis maintenant plusieurs années, il est possible d'ouvrir des écoles privées. Et il y a même des centres et des instituts de niveau quasi universitaire qui sont également privés. Depuis plusieurs années, je dirais même depuis plus d'une dizaine d'années. Je ne saurais vous dire en termes de pourcentage que représente ce secteur privé par rapport au secteur public. Je peux simplement vous dire que le secteur public reste dominant et que le secteur privé est en train d'évoluer d'une année sur l'autre et qu'il évolue en constituant non pas simplement une référence quantitative, mais également une référence qualitative parce que nous pouvons observer que dans certains cas, l'apport du secteur privé peut être extrêmement positif pour tirer vers le haut la qualité de l'enseignement. Et je crois qu'il y a quelques expériences qui ont été lancées avec un certain nombre de pays pour se doter ensemble de capacités de formation dans des domaines particuliers. Et je crois qu'il y a beaucoup de place pour une coopération avec l'Espagne dans ce domaine-là. Nous devons plus qu'y réfléchir, nous devons agir. Monsieur le secrétaire d'État, nous y travaillerons ensemble, Inch'Allah. Évidemment, nous avons puisqu'il y a seulement quelques jours, la rentrée scolaire, n'est-ce pas, a été faite en Algérie. Elle concerne 6 millions de jeunes. Elle est gratuite. L'enseignement est gratuit dans notre pays pour tous ceux qui s'intègrent, et ils sont largement majoritaires dans le secteur public. Tout est payé. Et il y a même au niveau de ceux qui, familles ayant un revenu inférieur à un certain niveau, sont aidés directement par le budget de l'État pour chaque année, pour le trousseau nécessaire à une bonne rentrée scolaire. Donc là aussi, tout à l'heure je mentionnais le transfert sociaux. Voilà un secteur qui est celui de l'éducation où les transferts sociaux sont particulièrement importants. Señor Ministro, quería felicitarle por su buen discurso. Nos ha dado muy buenas noticias y noticias muy positivas. Yo quería destacar el tema de la presencia de la mujer en la vida política, porque en un país como España uno de los cambios sociológicos más importantes ha sido justamente el aumento significativo de la mujer en todos los órdenes. Y yo creo que eso va a ser para su país un dato muy positivo. Quería también expresarle mi admiración por la reacción prudente de su país con motivo del conflicto de la deplorable película. Y he leído con satisfacción el mensaje que usted envió a la secretaria de Estado Clinton con este motivo, lamentando la muerte del embajador americano. Y por fin quería hacerle una pregunta directa sobre un tema que interesa mucho, yo creo, a España, que es la integración económica del Magreb. Hace 3, 4, 5 años hubo muchos seminarios sobre ese tema, la integración económica del Magreb. Su país es un país decisivo en esta materia, un país clave. Si nos pudiera explicar cómo ve ese proceso de integración económica del Magreb y qué es lo que puede hacer un país como el suyo para
acelerar ese proceso, yo os agradecería mucho. Je vous remercie de l'intérêt que vous développez pour l'Algérie. Et j'apprécie beaucoup que des cabinets de l'importance de ceux que vous dirigez s'intègrent davantage dans ce processus que nous voulons dense de coopération entre nos deux pays. Je ne réagirai pas sur la présence de la femme. Je vous remercie simplement de souligner les efforts qui ont été faits récemment. Et je vous remercie également de faire référence à ce que nous considérons comme quelque chose de pas génial du tout, le film, et comme pas génial du tout également les conditions dans lesquelles un certain nombre de responsables, aujourd'hui ils sont américains, hier ils étaient algériens et demain ils seront je ne sais pas quoi, qui perdent la vie simplement à cause d'initiatives irresponsables de ce type-là. Mais je vais essayer de répondre sur l'intégration maghrébine parce que je suppose que c'est ce que vous attendez de moi. L'UMA a plus de 20 ans, l'Union pour le Maghreb arabe. Au moment où nous avons lancé l'UMA, il y avait une impulsion politique, certes, mais il y avait des conditions, il y avait un contexte qui ne rendait pas possible rapidement cette intégration économique. Tout d'abord, il y a 20 ans, l'économie de mon pays était une économie centralisée, bureaucratique, planifiée. Le système des prix était un système des prix administré, ce qui n'était pas le cas dans tous les autres pays du Maghreb. Nous sommes le pays le plus grand, pas seulement par la surface, mais par l'économie et par la population. Et il était difficile dans cette condition de pouvoir intégrer rapidement, d'un coup, d'un seul, sans que nous fassions nous-mêmes l'effort de réformer notre économie pour pouvoir progressivement nous mettre à niveau par rapport aux pays voisins. Et mettre à niveau, cela signifie libéraliser l'économie. Et c'est ce que nous avons fait. Ce processus de libéralisation a été particulièrement renforcé avec la perspective de cet accord d'association avec l'Union européenne, dont nous fêtons aujourd'hui les 10 ans également, parce que nous avons signé cet accord en 2002. Et le droit économique, à l'occasion de la négociation de cet accord d'association, a été revu. Et nos réglementations maintenant de caractère économique rejoignent progressivement ce que vous pouvez avoir dans d'autres pays. Et tout ceci, on peut dire que nous avons travaillé au-dessous de zéro pour nous mettre à niveau et pour aller à une intégration, cette fois-ci, concrète et opérationnelle. Il y a peut-être quelques analyses que les uns et les autres font, avec plus ou moins de justesse, sur le fait que politiquement, les conditions n'ont pas toujours été réunies pour aller de l'avant. Bon, je ne conteste pas la validité de ces observations. Je dis simplement qu'aujourd'hui, il y a une volonté politique qui est affichée par l'ensemble des pays du Maghreb pour relancer le processus. Cette volonté, elle est sérieuse. Elle est précédée par un certain nombre d'étapes et je m'arrêterai sur 2 ou 3 parmi ces étapes. Et je crois que nous sommes bien repartis maintenant pour que l'année 2013 soit vraiment l'année de redémarrage de l'Union pour le Maghreb arabe, avec des défis qui sont maghrébins, mais à travers l'UMA, nous avons aussi des défis communs qui sont méditerranéens. Et donc nous pouvons comprendre que vous soyez particulièrement intéressés à cette intégration maghrébine. Et je peux vous dire très sincèrement que nous avons conscience de notre retard et que la conscience de ce retard va constituer un facteur, un adjuvant pour nous permettre d'aller de l'avant.
ce que nous avons appelé le printemps arabe a apporté également son lot d'adjuvants, son lot d'encouragement pour aller de l'avant et faire ce que vous avez fait en Europe, alors que nous avions dans notre tête l'Union maghrébine au moment où on sortait de la lutte contre le colonialisme. Nous avons donc conscience à la fois de la volonté populaire qui est toujours intacte d'aller vers l'intégration maghrébine, mais en même temps, nous sommes conscients de la nécessité de tenir un compte aussi large que possible de cette volonté populaire. Et là, ça nous renvoie au système de gouvernance de nos pays. Le printemps arabe a probablement apporté un plus qui va permettre au peuple de s'exprimer mieux et donc de porter plus haut ce qu'il considère comme étant important. Et pour lui, l'intégration maghrébine est un des objectifs parmi les plus importants. Nous avons un sommet que nous sommes en train de préparer. C'est la deuxième étape préparatoire à laquelle je voulais faire référence. Nous avons tenu des réunions au niveau des ministres des Affaires étrangères. Nous avons décidé de mettre en équipe nos experts, nos fonctionnaires qui commencent à travailler et nous attendons que dans les 2 mois qui viennent, ils puissent nous tracer un certain nombre, non seulement de pistes, mais de décisions qui pourraient être prises à l'occasion d'un prochain sommet qui pourrait avoir lieu soit avant la fin de cette année ou soit au début de l'année prochaine. Les enjeux sont importants. D'abord, nous savons très bien que dans un monde mondialisé, chaque pays ne peut pas faire grand-chose tout seul. Et donc, nous devons faire en sorte que les 5 pays du Maghreb coordonnent leur politique et mettent en commun leurs atouts. Ça, c'est important. Et il faut qu'il y ait une dose de volontarisme politique qui s'exprime pour que, progressivement, on puisse accepter que les questions de souveraineté économique ne soient pas traitées simplement dans les limites de frontières nationales, mais qu'elles puissent de plus en plus être appréciées dans les limites d'une frontière régionale. Ça, c'est important, c'est un déclic politique, et ce déclic politique, je l'ai observé personnellement. J'ai bon espoir que sur ces bases-là, nous pouvons nous remettre autour d'une table, nous auto-évaluer chacun et dire voilà en quoi nous devons évoluer et comment nous devons évoluer en tenant compte des contraintes des uns et des autres, comment nous pouvons mettre en commun nos moyens sans gêner les uns et les autres. Et ça, c'est le sujet du sommet. Le sommet doit être l'occasion à la fois de réduire les contraintes qui ont fait que nous n'avons pas avancé et de saisir les opportunités nouvelles qui sont offertes par des évolutions qui, au niveau de chacun des pays du Maghreb, ont été des évolutions positives. La situation dans chacun des pays du Maghreb n'est plus celle d'il y a 20 ans, sur tous les plans. Sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan des capacités humaines, il y a eu beaucoup d'avancées dans chacun des pays. Donc nous sommes maintenant dans une posture qui nous permet d'aller de l'avant. Bien sûr, le Maghreb, c'est également un acteur important de l'espace méditerranéen. Et vous êtes en Espagne, vous êtes celui qui abrite le pays qui abrite l'Union pour la Méditerranée. Vous êtes un des acteurs les plus importants de la relation entre les 5+5. Le sommet de La Valette va nous permettre très très prochainement de mettre en cohérence l'UPM, le 5+5, l'UMA. Et c'est tout le mal que je nous souhaite. C'est de celui de faire cet effort et de réussir. Señor ministro, si me permite un momento, el ministro ha mencionado el acuerdo de asociación Unión Europea-Argelia de 2002 y en ese momento varios de nosotros estábamos en el ministerio
y recordamos muy bien cómo en la presidencia española de la Unión Europea, en el primer semestre del 2002, se dio el impulso definitivo a este acuerdo, y recuerdo con ese motivo la visita del presidente Buteflika en la primavera de 2002 con motivo de la firma del acuerdo entre la Unión Europea y Argelia. Todo eso no quiere decir más que el Mediterráneo y un país como Argelia es una prioridad para España y que vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para que esas relaciones vayan cada vez mejor, con ese objetivo que tenemos marcado en diciembre, que es la reunión de nuestros primeros ministros y una serie de ministros de ambos gobiernos. Gracias. Señor Albol Cese. Buenos días. Muchas gracias, señor ministro. Me uno a las felicitaciones tanto por su intervención como por el trabajo realizado en su país, que es un ejemplo de transición pacífica, inteligente y eficaz, que debería serlo también para muchos otros. Quiero hacerle una pregunta muy concreta en relación con la política de privatizaciones de su país. Y lo hago porque tengo el firme convencimiento de que Argelia puede y debería jugar un papel muy importante en un partenariado estratégico y no solo comercial con las grandes compañías europeas o, digamos, del mundo occidental más desarrollado, lo cual no es fácil si no existe un principio de simetría entre los niveles de liberalización económica y de privatización de los grandes sectores estratégicos, porque en Europa y en Estados Unidos tenemos una cierta prevención a asociar privados con públicos. Y creo muy sinceramente que Argelia puede y debe jugar, como he dicho, un papel muy relevante, sobre todo en sectores muy importantes y estratégicos para todos nosotros, como la energía y otros, donde ustedes son muy relevantes en el mundo. Y sí me gustaría conocer si dentro de su programa de modernización y reformas y de liberalizaciones se incluye también una cierta aproximación a las privatizaciones en los sectores más estratégicos. Gracias. C'est moi qui vous remercie. J'avais tout à l'heure dit qu'il y a 20 ans, l'Algérie était un peu en décalage par rapport aux pays voisins, et évidemment par rapport aux pays du Nord, du point de vue de la structure économique et du système économique. 20 ans après, la situation a beaucoup changé. Est-ce qu'elle ne doit pas encore changer? Probablement. Nous sommes dans un trend haussier en termes de développement des capacités privées. Tout ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que la situation est complètement différente dans la mesure où le secteur privé est aujourd'hui beaucoup plus fort qu'il ne l'était il y a 20 ans, il est plus fort qu'il ne l'était il y a 10 ans, il est plus fort qu'il ne l'était il y a 5 ans. Le secteur privé aujourd'hui est quasiment le seul à faire dans le commerce extérieur. Le commerce extérieur était il y a 10 ans à peine détenu par l'État. Aujourd'hui, il est quasiment, totalement, en termes d'importation, détenu par des opérateurs privés. Et ce sont les opérateurs privés qui travaillent avec vous au niveau du commerce extérieur des marchandises et souvent des services également. Le secteur privé détient complètement le commerce intérieur. Il n'y a plus de public que nous avions à l'époque, grandes surfaces, entreprises publiques, etc. Ça n'existe plus. Le secteur privé est à 100% responsable de la production agricole. Et le secteur privé a, il y a depuis 3 ou 4 ans, dépassé le secteur public dans le secteur industriel, en termes de valeur ajoutée. Nous sommes aujourd'hui dans une situation où le secteur privé représente 53-54% de la valeur ajoutée industrielle. Donc nous avons fait des avancées qui ne sont pas négligeables. Et ces avancées ne sont pas simplement le fruit d'une génération spontanée. C'est parce que
il y a une volonté des acteurs, c'est parce qu'il y a eu une formation extrêmement importante des jeunes, femmes et hommes, qui, au sortir de l'université ou du centre de formation professionnelle, ont voulu créer eux-mêmes leur propre activité. Et c'est parce qu'il y a eu un système d'incitation à la création d'entreprises privées, d'incitation fiscale notamment. Donc nous sommes dans cette perspective. Mais nous sommes relativement jeunes dans cet effort de privatisation. Alors quand vous voyez la population des entreprises privées, c'est une population où les entreprises qui ont 5 ans d'âge sont au bas de la pyramide, celles qui ont 10 ans d'âge sont au milieu de la pyramide, et celles qui ont plus de 10 ans d'âge sont à la tête de la pyramide. Et plus vous montez dans la pyramide, et moins le nombre est important. Il faut que nous travaillions à la transformation de cette pyramide pour que nous puissions monter chacun des étages en direction de l'autre. Et c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Donc le secteur privé doit également se donner la possibilité de mieux travailler avec le secteur public dans certains secteurs où le secteur public a été un peu et reste un peu le monopole. Alors je vais prendre 2 exemples. Sonelgaz, l'électricité. Monopole de production, monopole de distribution. C'est toute l'histoire de l'Algérie depuis son indépendance. Depuis une dizaine d'années, nous avons une nouvelle loi qui permet à des opérateurs privés de produire de l'électricité. Par exemple, pour pouvoir s'autonomiser au sein d'une unité de production industrielle. En même temps, la Sonelgaz, qui est l'entreprise publique qui produit le plus gros de l'électricité en Algérie, a externalisé un certain nombre de missions qui sont des missions de service public. Et aujourd'hui, le service public est complètement externalisé. C'est-à-dire celui qui vient frapper à votre porte pour vous dire il faut payer, j'ai le compteur, etc. Tout ça, c'est maintenant privé, complètement privé. Je voudrais prendre un autre exemple qui nous ramène à la coopération entre nos 2 pays. C'est l'usine de fabrication d'électricité à partir du gaz et du solaire. Cette usine, elle est portée dans son capital par 3 entreprises. Une entreprise espagnole, 2 entreprises publiques algériennes et une entreprise privée algérienne. C'est vous dire que même dans un secteur stratégique comme celui-là, la présence de l'entreprise privée algérienne n'est plus une présence symbolique. Elle est maintenant réelle. Mais j'ai bien conscience du fait qu'il ne suffit pas de le vouloir pour l'obtenir. Il y a le temps, et le temps doit servir à faire que les entreprises privées soient de plus en plus qualifiées, qu'elles puissent être plus nombreuses à être inscrites dans le système ISO, 14 000 si possible. Ce n'était pas le cas il y a 10 ans. Aujourd'hui, nous avons des centaines d'entreprises qui sont certifiées ISO du secteur privé. Donc nous allons dans la bonne direction et le secteur privé, je l'ai dit tout à l'heure, s'intéresse également aux secteurs qui traditionnellement ont été des secteurs régentés par le secteur public et en particulier l'éducation et la santé. Dans ces 2 secteurs, la présence du secteur privé est de plus en plus active. Sí. Un segundo. Vamos a hacer ahora la última pregunta y posteriormente hay servido un café y habrá la posibilidad de dirigirse al ministro, a la delegación argelina. Así que vamos a hacer en este momento la última pregunta. Gracias. Bien. Muchas gracias por la presencia del señor ministro aquí en Casa Árabe. Mi nombre es Conrado Navarro y trabajo en Iberdrola. Nuestra compañía, Iberdrola, tiene unas relaciones con empresas argelinas desde hace más de 14 años y he de decir que siempre han sido plenamente satisfactorias. Primero con contratos de corto plazo, después con contratos de largo plazo de gas para la generación eléctrica
y posteriormente invirtiendo con socios argelinos en el gasoducto Medgas, que es una unión física real existente entre España y Argelia, entre Argelia y España, donde la distancia, me permito corregir, es más próxima que Orán-Alicante, son 215 kilómetros de gasoducto submarino que nos une. Con un partenariado que hemos tenido muy satisfactorio y que actualmente está funcionando perfectamente. También el siguiente paso de colaboración ha sido la construcción de llave en mano que estamos haciendo de una nueva central de ciclo combinado en Annaba, al este del país. Y nuestro interés es seguir participando cada vez más intensamente en todos los nuevos proyectos y nuevos desarrollos de centrales que pueda sacar a concurso, como lo está haciendo Argelia. Entonces, mi pregunta concreta, o más que pregunta, sería una petición. Para que esa colaboración sea más intensa, nos encontramos con una limitación legal, que es que las empresas que quieran implantarse en Argelia deben tener una propiedad mayoritaria argelina, por lo menos del 51%. Creemos que eso es una limitación que existe y que si no existiera, la cooperación y la relación podría ser más intensa. Y luego un segundo tema, una segunda pregunta, pero esta ya es a nivel personal, como persona que me gusta mucho Argelia y creo que quiero al país y así se lo he demostrado muchas veces al señor embajador. ¿Cuándo va a salir adelante el turismo? Creo que el turismo puede ser una actividad que puede enriquecer al país y puede ayudar a ese desarrollo social. Muchas gracias. Alors, laissez-moi vous expliquer pourquoi l'Algérie a pris cette décision en 2009 du 49-51%, mais sans trop prendre de votre temps. Nous avons un accord d'association avec l'Union européenne. Il a été mis en œuvre à partir de 2005. Et dans notre esprit, et plus que dans l'esprit, dans la lettre du préambule de l'accord, ce que nous attendions de cet accord d'association, c'est un développement substantiel des investissements directs en Algérie. Nous n'avons pas pu l'observer sur les 5 premières années qui ont suivi l'accord d'association. Et nous nous sommes demandé pourquoi. C'est vrai que l'Algérie n'est pas la seule destination pour ceux qui veulent investir. Il y a tellement d'autres pays. C'est vrai que nous avons encore eu pendant longtemps l'image d'un pays qui n'était pas sûr, qui a été traversé par des drames et qui ont peut-être découragé un certain nombre d'investisseurs. Alors nous nous sommes dit, puisque les investisseurs ne veulent pas venir aussi nombreux que nous le souhaitions, eh bien c'est nous qui allons aller vers eux. Et c'est pour ça que nous avons pris 51%, c'est pour aller vers vous. Aller vers vous pour vous dire, nous voulons faire ensemble une entreprise. Nous avons inversé la relation. Aujourd'hui, après avoir donc pris cette loi, nous avons observé des réactions qui n'étaient pas très encourageantes de la part de beaucoup de pays. Je crois que la situation aujourd'hui est un peu différente. Beaucoup parmi ces pays ont intériorisé la règle de 49-51. Avec beaucoup de pays, nous avons des accords sur des projets très importants en respectant cette règle. Je prends un exemple. Pendant longtemps, les assurances étrangères ou les compagnies d'assurance étrangères étaient exclues du champ algérien. Aujourd'hui, elles sont présentes. Et elles ont commencé à être présentes avec la règle du 51-49. C'est-à-dire une entreprise algérienne qui a tiré par la manche l'entreprise espagnole ou française, et fort heureusement, elles sont là toutes les deux, et elles ont des entreprises qui fonctionnent selon la règle 51-49. Nous avions une autre analyse, les fausses et les justes, l'expérience nous le dira. C'était celle qui consiste à dire si les gens ne veulent pas investir chez nous, c'est parce que la crise économique les empêche, ne leur permet pas d'avoir suffisamment de capacité pour pouvoir investir. Et évidemment, à un moment où l'Algérie, elle, dispose de ressources financières très importantes, nous nous sommes dit peut-être que en combinant le 49-51 avec l'offre de financer
l'essentiel des investissements sur nos ressources propres algériennes, ça pourrait organiser le déclic. Bon, aujourd'hui, quand on fait l'évaluation de la mise en œuvre de ce nouveau dispositif, d'abord c'est un peu jeune parce que le dispositif date de 2 ans et on ne peut pas dire aujourd'hui que nous sommes vraiment dans les meilleures conditions possibles pour faire une évaluation définitive. Nous allons continuer à observer. Mais ce que je peux mentionner, c'est qu'après une période d'incompréhension, il y a maintenant plus de compréhension à l'endroit des motifs qui nous ont amenés au 51-49%, ce qui ne veut pas dire que cette règle-là soit considérée comme une Bible ou un Coran. Nous pouvons changer. Je ne vous dis pas aujourd'hui que nous sommes en train de changer, mais je dis c'est une question qui, après évaluation, nous amènera probablement, au terme d'une évaluation suffisante, de dire en quoi cette loi pourrait changer. Et donc, je vous invite dans l'intervalle, chaque fois que vous avez un problème qui, si cette question n'était pas réglée, aurait entré un bon investisseur espagnol en dehors de l'Algérie, frappez à notre porte, l'ambassadeur vous écoutera ici, l'ambassadeur à Alger vous écoutera, et il faut qu'on ait suffisamment d'éléments qui nous permettent de sortir de ces considérations générales pour aller vers des projets. Un projet important qui ne peut pas trouver sa solution s'il n'y a pas une majorité de l'investisseur étranger, ça se discute. Bon, pourquoi ça se discute? Parce que celui qui veut avoir l'autorité en n'ayant que 49%, il en a les moyens. Il suffit que dans le statut portant création d'entreprise, il mette le processus de décision et qu'il bloque la décision avec 49%. Deuxièmement, lorsque nous avons offert de porter les 51%, nous nous sommes toujours arrangés pour que les 51% côté algérien ne soient pas portés par un seul opérateur, mais par plusieurs. Et que le 49% soit, si possible, porté par un seul. Et c'est celui-là qui devient le premier des actionnaires. Et c'est celui-là à qui on confie le management. Parce que c'est ce dont nous avons besoin. C'est des capacités de management. Et nous ne souhaitons pas avoir un 49-51 pour être nous-mêmes les managers de l'entreprise. Nous souhaitons avoir le partenaire étranger comme manager. Et le statut qui crée l'entreprise doit pouvoir déterminer en quoi ses capacités de décision avec 49 sont préservées. Donc n'hésitez pas à frapper devant notre porte. Les solutions ne sont peut-être pas dans la loi, mais elles ne sont pas exclues par la loi à travers les textes d'application. Alors le tourisme, bien sûr. D'abord, vous êtes le champion parmi les champions de ce secteur. Ensuite, nous sommes les derniers. Donc, à travailler ensemble, nous devons probablement gagner beaucoup. Et l'Algérie et l'Espagne. Vous, en transférant votre savoir-faire, vos investisseurs, et peut-être même quelquefois vos clients, lorsque vous n'avez plus de place pour eux ici, et c'est vos clients, ça peut être des Espagnols. Et nous, parce que nous avons le seul stock disponible aujourd'hui d'espaces balnéaires non exploités. Nous avons plus de 1200 km de côte qui attendent des investissements. Vous ne trouverez cette situation nulle part autour de la Méditerranée. Nous avons des atouts qui ne sont pas seulement les atouts que nous avons en tant que Méditerranéens, mais nous avons des atouts en tant que pays qui a des hauts plateaux, pays qui a un Sahara extraordinaire. Nous avons donc beaucoup d'atouts. Mais là aussi, nous avons été victimes de certains principes qui ont commandé le système de gouvernance post-indépendance. Nous sommes partis à l'époque de l'idée que le tourisme, c'était pour pouvoir faire fonctionner l'économie et donc avoir plus de clients pour consommer algérien. Mais à l'époque, on disait, mais consommer quoi? En fait, nous n'avions pas beaucoup à leur offrir. Et les faire venir en tant que touristes, c'était nous imposer d'importer pour leur donner tout ce qui est nécessaire pour faire un séjour agréable.
Ça, c'était le raisonnement d'il y a 30 ans. C'était un raisonnement qui avait sa justification à l'époque, mais qui aujourd'hui peut être considéré comme étant frappé de quelque chose qui est un peu péjoratif dans la bouche des économistes, c'est l'économisme. On a fixé et réglé son sort au tourisme simplement sur le critère du bilan de devise. En réalité, le tourisme a des vertus qui sont beaucoup plus importantes que celles-là, des vertus sociologiques, et je dirais même des vertus politiques. Donc nous sommes aujourd'hui dans une situation complètement différente. Nous considérons que le tourisme est un des secteurs de diversification de l'économie que nous souhaitons pour sortir de la dépendance excessive des hydrocarbures. Et si on pense tourisme et si on pense partenariat, il n'y a pas de doute que le premier de la liste, c'est l'Espagne. Et nous en avons parlé avec monsieur le ministre du Tourisme et nous y travaillons. Señor ministro, señor secretario de Estado, como saben ustedes, la Casa Árabe tiene la ambición de ser el lugar donde se encuentran el mundo árabe y España en Madrid. Es una ambición, pero con actos como el de hoy, entiendo que estamos cada vez realmente a marchas forzadas acercándonos a una realidad, y es el objetivo que tenemos. Por tanto, la Casa Árabe está abierta a Argelia, está abierta a las relaciones hispano-argelinas, está abierta a las relaciones con todos los países árabes cuyos representantes están aquí. A su vez, también la Casa Árabe en Córdoba está de la misma manera abierta, y quiero destacar no, la palabra no es por interés, sino quiero destacar que la Casa del Mediterráneo en Alicante, que es una institución hermana de la nuestra, que preside o dirige Almudena Muñoz, está también abierta precisamente a esas relaciones. Por tanto, no queda más que concluir este acto, decirles que durante unos minutos el señor ministro y la delegación estará con todos ustedes aquí en el café, y que posteriormente el señor ministro se desplazará a una reunión con el presidente del Gobierno, señor Rajoy. Muchas gracias.